Nous recevons Alexandre Jardin. Bonsoir, je vous présente Camille Vigogne-Lecoat qui va vous interviewer avec moi. Vous êtes écrivain à succès. On a vu que vous avez vendu dans toute votre carrière à peu près 1 500 000 exemplaires de tous vos livres. C'est quand même pas mal. Votre dernier ouvrage s'appelle Les #gueux. Je crois que voilà, c'est celui-là de montrer. Voilà. Et ben on le voit à l'écran. On n'a même pas besoin de le montrer. Vous voyez la télé. C'est moderne. C'est aussi le nom du mouvement citoyen que vous avez lancé. Mouvement qui lutte contre ce que vous estimez être un excès de normes qui emmerde les Français, comme dirait Georges Pompidou, et surtout le monde rural. On va parler un petit peu d'actualité avant d'évoquer votre actualité, si je puis dire. Le budget qui vient de nous être présenté, est-ce que c'est un bon ou un mauvais budget pour les gueux ? Alors, je ne suis pas un homme politique. Non, mais vous êtes un citoyen. Je suis un citoyen, mais c'est très important. Ce qu'on fait avec les gueux, on ne fait pas de la politique. On fait peu quand même. Non, on fait du politique. Voilà, si vous voulez. C'est pas sur le même plan. On n'est pas du tout dans une logique partisane. C'est pas notre sujet à nous. Donc, maintenant, je vais vous répondre. Je pense que c'est une catastrophe. Voilà. Mais en tant que citoyen, mais ça n'engage pas du tout le mouvement des gueux. Le mouvement des gueux, c'est pas ça. On fonctionne à partir de causes très concrètes. On n'a pas un discours comme des gens politiques auraient. C'est combien de personnes, pardon, vous parlez du mouvement des gueux. Concrètement, ça rassemble à l'intérieur d'une structure, il y a des cartes d'adhésion, je peux devenir adhérente demain, ça concerne combien de personnes? Alors, vous pourrez devenir adhérente à partir de la semaine prochaine. D'accord. Parce que jusqu'à présent, c'est un mouvement qui s'est constitué autour d'un hashtag. Un hashtag, c'est pas une association, c'est un mouvement qui se développe. C'est pour ça que lorsque vous avez dit que j'avais lancé le mouvement, non, un hashtag, ça se lance pas. Il y a une population qui va l'utiliser ou non. Et en fait, ce qui s'est constitué... Enfin, il faut que quelqu'un le crée quand même. Non. Au départ, j'ai fait un post. Oui, voilà. Oui, mais c'était un post. Oui, d'accord, ok. Et j'ignorais que le lendemain, il y aurait 540 000 personnes qui viendraient voir ce post. Et j'ignorais que la population en ferait un hashtag. Oui, mais 540 000 personnes qui voient un post, c'est pas une adhésion, c'est ni un bulletin, ni une adhésion. C'est pour ça qu'on se structure maintenant. Et on se structure pour engager en puissance, véritablement, notre deuxième cause. Alors, on en parlera. Camille vous posera des questions sur votre mouvement. Moi, je suis un bête journaliste politique. Quand même, quelques mots... Mais je ne suis pas un homme politique. J'entends bien, mais en tant que citoyen, je peux quand même poser des questions au citoyen Jardin. Oui. Merci beaucoup. Donc, vous dites que ce budget est catastrophique. Vous avez dit catastrophique. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il ne touche pas à nos structures. Et tout le monde sait très bien qu'on a un problème de structure en France. C'est-à-dire que si vous demandez sans arrêt à la population de bosser plus, de payer plus, mais qu'on ne restructure pas, on a une administration administrante qui est absolument obèse en France. Je peux me permettre de vous faire remarquer que c'est un discours... Pour moi, politique n'est pas du tout une insulte. C'est un discours strictement politique. Administration administrante, c'est une expression de Valérie Pécresse, à ma connaissance. Donc là, en disant ça, et encore une fois, c'est pas une critique, vous parlez comme un politique. Il m'arrive parfois de parler en disant ce que je pense. Sincèrement, je m'en fous complètement de savoir si on est suivi par tel ou tel parti. C'est pas notre. On raisonne vraiment à partir du citoyen. Alors, vous faites votre boulot, vous êtes journaliste politique, donc vous avez votre prisme, mais c'est pas du tout le nôtre. Oui, mais je vous faisais remarquer que votre réponse, et encore une fois, vous rentre dans le prisme politique. Donc, vous estimez qu'il n'y a pas de réforme de structure. J'ai une question précise. Est-ce que vous êtes auteur à succès, je suppose que vous avez correctement gagné votre vie, pour réduire le déficit et pour que ceux qui en ont le plus besoin vivent mieux? Est-ce que vous êtes prêt à payer plus? J'allais dire différemment, pour aider les gueux, faut-il prendre au bien habillé? Alors, personnellement, moi, oui. Mais je ne suis pas représentatif. Et si on a monté le mouvement des gueux, c'est précisément parce qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas calculée par nos décideurs, qui prennent des gens qui sont dans l'angle mort. Et toutes les causes que l'on porte, c'est tout simplement pour redonner la parole à des gens qui ne pèsent pas dans notre démocratie. Et le fond, pour aller au fond de notre discours politique, c'est ce que je défends là-dedans. Moi, je vais travailler en tant que citoyen jusqu'à ce qu'on ait en France un système reconnecté.
Et la grande reconnexion, pour moi, elle aura lieu le jour où on aura un référendum d'initiative citoyenne, comme les Suisses. Non, mais Voilà. je vous rassure, je connais vos thèmes, on va en parler. On est profondément démocrate. Est-ce que plus de justice, est-ce que vous êtes pardonnez-moi, c'est un débat politique, faut-il davantage faire contribuer les riches à la réduction des déficits, mais aussi à plus de services publics, à plus de ruralité? Alors, tout dépend comment on structure. C'est-à-dire qu'un très grand programme national qui restructure véritablement, oui, parce que ça a du sens. La question, c'est le sens. Est-ce qu'on conserve des structures qui sont complètement foireuses, où globalement, on n'arrive pas à réduire nos inégalités, globalement, on n'arrive pas à être un grand pays où le système éducatif réduit les fractures, on n'arrive pas à beaucoup de choses. Donc, payer pour du concret, oui, payer pour l'administration administrante, non. Non, voilà. Mais moi, en tant que citoyen, je suis tout à fait prêt à payer pour quelque chose qui a du sens. Compris. Alors, votre combat principal, c'est surtout comme ça, en tout cas, que le grand public vous a découvert, pas en tant qu'écrivain, mais en tant que pour ce hashtag, comme vous dites, c'était contre les ZFE. Combat en passe d'être gagné, puisque le parti présidentiel a essuyé un revers le mardi 17 juin avec le vote de la loi de simplification qui prévoit notamment la suppression des zones à faible émission mise en place lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est un sujet de Julien Cholin. Encore une mesure écologique défaite par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté. Par une courte majorité, les députés ont adopté la loi dite de simplification. Au cœur du texte, la fin des ZFE, les zones à faibles émissions, censées lutter contre la pollution de l'air. Incompréhensible pour les écologistes. Mais là, aujourd'hui, on acte la fin de l'écologie dans les mandats d'Emmanuel Macron. Le RN, lui, revendique une victoire. C'est évidemment nous qui avons introduit la suppression des zones à faibles émissions mobilité. Donc nous sommes ravis que ce texte poursuive sa navette parlementaire. Les zones à faibles émissions ont été mises en place durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. La circulation des véhicules les plus polluants y est interdite. Revenir dessus serait une mesure plutôt juste selon certains. Globalement, ceux qui ont des véhicules polluants, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. C'est en faveur des populations les plus défavorisées, donc ça me paraît bien, en effet. D'autres y voient un recul. Mais c'est dommage qu'on a l'impression de faire un repas en arrière, de manière globale. Mais ce vote, c'est aussi un désaveu pour le camp présidentiel. Gabriel Attal avait appelé à rejeter le texte et pourtant, tous les députés MoDem, le parti du Premier ministre François Bayrou, se sont prononcés pour, tout comme 8 députés macronistes. 14 se sont abstenus. Certains poids lourds du socle commun assument leur vote contre les ZFE. Ça n'échappera à personne qu'il n'y a pas de majorité. C'est une coalition gouvernementale. Et dans une coalition gouvernementale, il y a dans un certain nombre de textes parfois des opinions différentes. Et c'est le cas. Pour être entériné, le texte qui comprend la suppression des ZFE doit encore être adopté par une commission composée de députés et de sénateurs. Alexandre Jardin, vous avez continué cette pression sur le sujet des ZFE à l'approche de cette commission mixte paritaire qui devra entériner ou pas la suppression de ce projet. Mais évidemment, il n'est même pas question en rêve que mon pays installe un système de sous-citoyens. C'est-à-dire provoque une rupture d'égalité énorme entre ceux qui ont les moyens de changer de voiture ou pas. Et ce qui fait que ce mouvement est devenu aussi populaire, c'est qu'on est républicain. Alors, on est vraiment des Français républicains. Le pays est quand même profondément divisé sur cette question. Non. Le Centre de recherche sur le cancer estime à peu près 1400 morts par an dus au cancer lié à la simple pollution atmosphérique. Tout à fait. Vous faites quoi de ces 1400 décès liés au cancer de la pollution atmosphérique? D'abord, je pense que ce chiffre est tout à fait exact, mais simplement, je ne vois pas de rapport avec les ZFE. Alors, à Paris, dans les villes où les ZFE ont été mises en place, les particules fines ont diminué. Oui, mais sauf que les ZFE n'ont pas été mises en place, contrairement à ce que vous dites, puisqu'elles n'ont... Pardon, pas les ZFE, mais dans la ville où la circulation a diminué, comme à Paris, les particules fines ont diminué. Mais non pas les ZFE. Pris. Non, mais parce qu'il y a eu énormément de désinformation. Elles n'ont jamais été mises en place, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais été mises en place. Donc, mais vous ne contestez pas que quand on roule moins ou que quand on roule avec des véhicules moins polluants, ça diminue le nombre de particules fines? Je le conteste totalement. Parce que l'origine des particules fines, vous avez 55% qui sont dus au chauffage. Vous avez l'automobile, c'est 15%. Et sur les 15%, l'automobile
le freinage, les systèmes de freinage, c'est 10%. Donc reste 5%. Et donc, prétendre que les ZFE vont réduire la globalité de la question des particules fines, c'est tout simplement statistiquement faux. Personne ne prétend réduire la globalité. Voilà. Tout le monde dit que ça peut être un des outils. Oui, sur 5%, est-ce qu'on est prêt à remettre en cause le pacte républicain ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à attenter à l'égalité, à la liberté, et puis un peu à la fraternité ? On vérifiera vos chiffres. On vérifiera Voilà. vos chiffres. Ouais. Ce que j'avais lu, je ne suis pas un spécialiste, ce que j'avais lu, Et la question du freinage était est différent. énorme. Et peut-être, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, j'avais lu que là où on roulait moins, la diminution des particules fines était quand même assez effective. Camille. Alors, vous avez en revanche une zone où il y a beaucoup de particules fines, où on doit faire un progrès considérable, c'est le métro. C'est-à-dire que l'endroit le plus dangereux dans Paris, ce sont les métros et les grandes stations. Si vous voulez ne pas être intoxiqué aux particules fines, restez en surface. Voilà. Oh, le périphérique, c'est pas top non plus. Je vous ai beaucoup lu en préparant l'émission et je voyais que sur la thématique de la transition écologique, vous dites qu'il faut y aller doucement et il faut surtout être au contact du terrain et notamment des acteurs locaux, des maires ruraux. Ces maires ruraux, ils ont pris la parole. Ils ont pris la parole dans Ouest France il y a 5 jours avec un éditorial qui vous est adressé indirectement. Ils disent « Ne parlez pas à notre place ». Ils ont des mots très forts, ces maires. Hein. Ils disent de vous que vous portez une parole qui s'élève, une parole bruyante, caricaturale, populiste, se prétendant porte-voix des campagnes. Et cette parole, elle mobilise un vocabulaire volontairement outrancier et prétend incarner une colère populaire selon eux. Comment est-ce que vous réagissez à cette propos ? Et je précise que ce n'est pas une petite association. L'Association des maires ruraux de France, elle fédère plus de 13 500 maires ruraux. Qu'est-ce que ça vous fait de lire ces propos ? Ce que ne savait pas Ouest France en publiant cette tribune, c'est que la MRF avait signé en septembre 2023 un accord pour développer les énergies éoliennes. Ouest France ne le savait pas. Les éoliennes qui sont un autre de vos combats. Ouest France ne le savait pas. Je le sais puisque j'ai discuté avec le journaliste de Ouest France le jour même. Ce que je veux dire, c'est que... Mais au-delà de toutes les campagnes de manière à fourguer aux Français des éoliennes. On va venir là-dedans. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui nous écoutent. C'est pas de savoir ce que monsieur machin payait par je ne sais qui. C'est quand même intéressant d'avoir un collectif très important de maires qui disent que vous allez un peu, entre guillemets, usurper la parole des campagnes. D'accord, mais attendez, il a mis son truc sur l'internet. Enfin... Les maires ruraux connaissent leur territoire et la ruralité. Oui, mais vous peut-être aussi. Mais j'avais 15 présidents de département qui m'appelaient le lendemain matin. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué. Et comme par hasard, cette tribune est sortie 48 heures avant le vote au Sénat. D'accord ? Bon. Donc, il y a un lobbying intense. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Si, c'est intéressant quand même de rentrer là-dedans. Il vous reproche notamment l'utilisation de la parole gueux en disant c'est stigmatisant. Je sais. Et vous opposez, et c'est vrai qu'en vous lisant, j'ai retrouvé un de vos cris, une des raisons de votre colère, c'est les villes opulentes, bourgeoises, qui imposeraient leur vue sur des campagnes oubliées. Attendez, je ne vais pas vous répéter. Ils ont signé un accord de développement des éoliennes en septembre 2023. Parce qu'ils pensent que c'est un bon moyen, c'est un levier important pour leur collectivité. J'aimerais que vous leur posiez la question, quel a été le montant financier de cet accord ? Donc vous pensez qu'ils sont achetés, ces maires ? J'aimerais que vous enquêtiez. Donc vous pensez que ces maires sont achetés par le lobby de l'éolien ? Je voudrais connaître les tenants et les aboutissants. Parce qu'en France, nous avons globalement un énorme problème de corruption avec ça. D'accord. Carrément, voilà des accusations graves. Je n'ai pas dit pour eux, je dis que je voudrais connaître le montant de cet accord. D'accord. Vous n'avez pas dit pour eux, mais quand c'est dans la même phrase, on peut considérer, mais je n'ai pas dit pour eux. Vous avez un autre combat, on l'entend, c'est celui... Mais il y a énormément d'argent. Je voudrais qu'on regarde un reportage sur les éoliennes, parce que c'est vrai qu'il y a un coup d'arrêt sur le développement des parcs éoliens en France. Ces derniers mois, plusieurs projets de construction ont été annulés par la justice, notamment pour saturation visuelle. Ça gâche le paysage. L'éolien représente aujourd'hui 10% de notre production totale d'électricité. Reportage à La Faille en Charente, là où justement un chantier a été annulé. Élise Rigaud, Elia Timen. Depuis qu'elle a emménagé ici il y a une quinzaine d'années, cette habitante a vu les éoliennes fleurir tout autour de sa maison.
On en avait une qui est juste là, et puis 2 autres qui sont de l'autre côté ici, et une autre qui est cachée juste derrière. Elle n'en veut pas d'autres. Justement, la Cour d'appel de Bordeaux a stoppé un projet en cours de 6 éoliennes supplémentaires dans un espace déjà saturé. La nuit, c'est vraiment des lumières rouges qui clignotent, mais partout, à perte de vue, quoi. Je trouve que c'est bien parce que là, ça devient, il y en a partout, quoi. Donc du coup, ça fait peut-être un peu beaucoup. Vous n'en voulez pas plus, vous? Voilà, c'est bien, ça suffit. Dans le secteur de la Faille, on compte déjà 230 éoliennes sur une distance de 20 km. Pour ce représentant d'un collectif réfractaire aux éoliennes, la saturation visuelle est déjà importante. Il est impensable d'en ajouter davantage. On continue d'encercler, c'est-à-dire que la Cour d'appel s'est basée sur des critères objectifs. Elle considère, en s'appuyant sur ces critères-là, que les seuils sont dépassés. Les seuils d'alerte, les seuils d'espace de respiration. On appelle ça un espace de respiration sans éolienne. Il y a 3 semaines, la ville a reçu un courrier pour annoncer la décision de justice. Les élus, qui étaient à l'origine en faveur du projet, se sont résignés. Là maintenant, on a bien compris, on a eu d'autant plus de retours effectivement que, quand vous entendez les chiffres, c'est beaucoup. Donc je comprends la décision et puis maintenant, faut savoir prendre acte et puis passer à d'autres projets. Si le Conseil d'État a validé l'arrêt de ce projet, à quelques kilomètres de là, l'agrandissement d'un autre parc éolien a, lui, été approuvé dans le secteur. Là, il s'agissait des éoliennes. On sait qu'il y a eu une polémique sur le moratoire sur les énergies renouvelables. Est-ce que vous considérez qu'il faut arrêter les éoliennes et d'une manière générale toutes les énergies renouvelables? Pas du tout. On a déjà installé à peu près l'équivalent de 40, en éolien et solaire, à peu près l'équivalent de 45 centrales nucléaires. Donc, pardon? C'est colossal en puissance. En production de 40... On a déjà en parc installé l'équivalent de 45 centrales nucléaires. Aujourd'hui, la France est capable de produire en renouvelable ce que produisent 45 centrales nucléaires. Parce que c'est de l'énergie intermittente. Ah bah oui. C'est-à-dire, c'est tout le problème. Franchement, je ne comprends pas votre chiffre. Vous pouvez inviter Xavier Moreno qui vous expliquera en détail, Monsieur Proglio qui vous expliquera en détail toutes les positions que le mouvement des gueux Monsieur Proglio n'est pas... sont les positions de Monsieur Proglio, de Monsieur Louis Gallois, de Monsieur le créateur, le fondateur de RTE. C'est-à-dire qu'on se met vraiment dans le sillage des très grands professionnels. Les renouvelables, on arrête ou on continue? On arrête. On en a tellement... C'est hallucinant. On arrête. Alors, le problème, je vais vous dire quel est le problème. Les ZFE, on comprenait sur les ZFE que ça crée une crise vraiment socialement, le fait d'exclure certaines voitures des centres-villes, etc. On voyait là, pour le coup, un combat contre les éoliennes. Non, c'est pas du tout un combat contre les éoliennes. J'ai du mal à saisir... Non, c'est un combat contre le doublement de la facture d'électricité. Le problème social, il est là, et le problème économique, il est là. Les gens dont je viens de citer le nom ont publié tribune sur tribune pour expliquer que ça provoquait, en gros, un doublement de votre facture. Non, c'est pas uniquement si la PPE 3 va à son terme, si cette loi, s'il n'y a pas de moratoire, les gens qui nous écoutent vont avoir une facture d'électricité qui va doubler. Est-ce que les artisans peuvent l'encaisser? Non. Donc le mouvement des gueux est en train de travailler tout le mois d'août. Il y aura des événements considérables sociaux à la fin du mois d'août parce que l'essentiel des grands secteurs économiques ne peuvent pas encaisser un doublement. Donc, la question, c'est pas les éoliennes. La question, c'est la facture d'électricité. Le problème social, il est là. Le problème économique, il est là. Dernière question, Camille. J'entends, vous dites, et vous avez beaucoup dit au début de l'interview, que vous étiez apolitique, votre mouvement était apolitique, mais le 24 juin, vous vous êtes affiché sur scène aux côtés de Sarah Ktafo, d'Éric Ciotti, de Jordan Bardella, un grand événement organisé par le JDD de Vincent Bolloré et par Pierre-Édouard Stérin, 2 milliardaires qui ont comme projet d'allier la droite et l'extrême droite. Donc ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous êtes toujours apolitique ? Vous venez de mentir. Je n'y étais pas. Ils ont diffusé une vidéo. Oui, ils ont diffusé une vidéo, pardon. Vous venez de mentir. Vous avez enregistré pour le. Non, mais c'est très important. Pour l'occasion, par exemple. Non, attendez. J'ai fait une vidéo pour le JDD qui a été diffusée là. Donc, je voudrais que vous ayez la correction de ne pas mentir. Contre votre accord. Très bien que vous puissiez préciser. Non. Vous avez participé je n'avais pas conscience où ça. Vous n'avez pas conscience que c'était à cette occasion. Vous le regrettez? Nous ne sommes pas politiques. Est-ce que vous le regrettez? Si vous l'aviez su, est-ce que vous auriez... Je ne vais jamais dans ce qui a une connotation politique. Est-ce que vous regrettez que votre témoignage Je ne vais jamais, là ou ailleurs,
dans quelque chose qui a une connotation politique. Oui, mais c'est ma réponse. Du coup, est-ce que vous regrettez d'avoir été diffusé dans un endroit où il y avait... Ce que je regrette, c'est que la facture des Français double. Pourquoi vous ne répondez pas à ma question ? Mais parce que je m'en fous de moi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on J'ai du mal à y croire. Mais on s'en fout complètement. Non, mais c'est important de savoir, d'une, d'où les gens parlent, et de deux, vous avez aussi embrassé des causes qui sont très proches, notamment des causes qui peuvent être défendues parfois par le Rassemblement national. Donc ma question, c'était simplement de dire, voilà, c'est votre prise de parole vidéo, la précision est importante, à cet événement. Est-ce qu'elle trahit une proximité idéologique et politique avec les mouvements d'extrême droite ? Je n'ai aucune proximité idéologique avec ce camp-là. Je n'ai aucune proximité avec ces camps-là. D'accord. Mais parce que je n'ai pas de proximité avec aucun camp. D'accord ? Je suis profondément démocrate qui lutte pour qu'on instaure en France un référendum d'initiative citoyenne. Voilà, c'est mon positionnement. C'est compris. Merci beaucoup. Ça se termine. Et fin août, vous aurez une surprise. L'émission est terminée. Merci. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. Merci beaucoup, Camille, de m'avoir accompagné ce soir.